C'est le service à l'auto avec notre collègue du guide de l'auto, Louis-Philippe Dubé. Et d'ailleurs, on a Serge qui nous écrit, parce que le service à l'auto, ça sert à ça. Ça répond à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas par texto 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Serge se demande quoi choisir entre la Toyota BZ4X, la Toyota CHR, la Longue 5, ça c'est quoi ça? Je ne connais pas ça. La Young, la Ioniq 5. C'est ça, il manquait un mot. Et l'Equinox EV. Il veut de l'espace, il veut de l'autonomie. Le RAV4, c'est trop petit pour lui. OK. Bien, CHR, le nouveau CHR, il est entièrement électrique, il est un peu plus petit. Donc, celui-là, je l'éliminerais pour l'espace intérieur. Ioniq 5, il y a de l'espace passager. L'espace de chargement est un petit peu en oblique là, à cause de la forme du véhicule, fait que ça, c'est à noter. Equinox EV, c'est un bon format de véhicule, quand même, c'est pour ton quelqu'un. Choix? Ouais, j'aime bien la Ioniq 5, mais là, il y a des petits problèmes avec Hyundai, là, avec les CCU, là, la gestion de batterie. Fait qu'Equinox EV, c'est ta dernière bafouille. Je dirais ça, ouais. C'est ta dernière bafouille. Oui, c'est vrai. D'accord. Alors voilà pour votre réponse, Serge. On a aussi beaucoup de questions en ce qui concerne toujours on parlait des véhicules autonomes tout à l'heure. Et les gens sont curieux, un peu peureux quand même. Là, je comprends. Ouais. Et là, j'ai vu cette semaine, tu as vu ça passer aussi, il y avait le patron qui part d'ailleurs de Toyota, qui sonnait un peu l'alarme concernant l'état des chaînes d'approvisionnement parce qu'il disait, puis là, il a dit ça devant 500 fournisseurs au Japon de l'industrie, puis il dit c'est vraiment important, il faut contrôler les coûts, il faut faire preuve d'innovation, il faut augmenter la productivité. Il a même dit, s'il n'y a rien qui change, on ne va pas survivre. Oui, l'industrie automobile a été secouée, si on se rappelle pas si longtemps que ça, dans la COVID à cause on appelait ça la crise des semi-conducteurs. Ouais. Là, ce sont des composantes critiques dans les systèmes de véhicules modernes et qui sont contrôlés souvent par un petit groupe de compagnies. Et puis, ça nous a montré comment qu'un petit dérangement dans la chaîne d'approvisionnement peut avoir des conséquences sur des années. Là, on s'en est remis là, finalement, mais le problème, qu'est-ce qu'on arrive avec des fournisseurs quand des fournisseurs, par exemple, ont le monopole sur certaines composantes, puis aussi des batailles ou des conflits au niveau des tarifs et des droits de douane entre les pays pour l'assemblage de véhicules. Puis là, les chaînes d'approvisionnement qui sont brisées. Ils sont brisés parce qu'il faut changer le lieu d'assemblage du véhicule. Il faut essayer, par exemple, je pense au Canada puis aux États-Unis, on essaye d'avoir un certain contenu nord-américain dans les véhicules pour respecter les normes de nos accords de libre-échange. Des fois, il faut, quand ces décisions-là sont prises, il faut changer de fournisseur très rapidement. Ça cause non seulement des problèmes d'approvisionnement et d'offres, on ne peut plus assembler les véhicules comme on les veut, mais aussi ça a inévitablement l'effet sur le prix. Prix des véhicules, quand ils arrivent, ils sont plus dispendieux s'ils prennent plus de temps ou s'il faut changer de fournisseur. Puis aussi, ça, moi, je trouve que ça met en risque aussi la qualité des véhicules quand on est obligé de constamment changer de fournisseur pour des composantes qui sont critiques. C'est pas bon pour la fluidité de l'assemblage des véhicules. La sécurité. Puis la sécurité aussi. On les voit, des véhicules, ils ont des problèmes, c'est rappelé, on dit ça a été mal assemblé, ce fournisseur-là a fait une erreur, etc. Avoir des chaînes d'approvisionnement stables, avoir une planification de produits où est-ce qu'on veut prévoir, c'est la clé pour avoir des véhicules de qualité puis à un prix qui est... C'est ce qu'il disait, M. Toyota. Là. Okay, ouais. Il disait, il faisait référence à la baisse de la qualité des véhicules. Ouais. Il disait, il y a des problèmes techniques, problèmes d'approvisionnement, tout ce que tu viens de décrire à Louis-Philippe. Puis il disait, là, on va voir de plus en plus de rappels de sécurité. Puis c'est vrai qu'on en a vu dans les dernières années. Dernièrement, oui. Non seulement avec les véhicules électriques, par exemple, pour s'adapter aux nouvelles technologies électriques, les batteries, etc., mais aussi des rappels de sécurité on veut avoir de plus en plus de technologies. On parlait de véhicules semi-autonomes et autonomes tantôt, avec les caméras, avec les systèmes de radar, etc. Donc, si on va trop vite avec ces composantes-là, puis on ne s'assure pas d'avoir un approvisionnement qui est stable, on va les mettre dans des véhicules de gens qui se sont fait vendre que ça fonctionne très, très bien, et puis ça peut causer des accidents. Et ça arrive là, beaucoup, beaucoup plus souvent qu'on le pense. C'est sûr, je vais dire que les véhicules sont de plus en plus sécuritaires qu'ils étaient il y a longtemps de ça, à l'époque. Là, il y a moins de morts sur les routes, évidemment, mais quand même, c'est quelque chose à vérifier. Puis on ne veut pas que ça soit un problème
problème d'approvisionnement. C'est niaiseux un peu que ça soit un problème comme ça qui peut mettre en danger les automobilistes. Il parlait aussi des problèmes de qualité de main-d'œuvre. Oui, qualité de main-d'œuvre. Bon, il y a ça aussi. Si, par exemple, au Canada, on décide de fermer des usines et d'envoyer des assemblages, des lignes d'assemblage à l'extérieur, mais quand on réouvre nos usines, il faut reformer nos employés, il faut reformer les employés avec des nouvelles technologies, des nouveaux véhicules, etc. Donc, ça dépasse. Des fois, ça décolle sur des chapeaux de roue là, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Oui, les problèmes d'approvisionnement nous guettent, non seulement au niveau des composantes. Là, je parlais des composantes de pointe, là, comme les semi-conducteurs, et ça, c'est pas terminé. Juste dernièrement, dans les nouvelles, là, on avait une compagnie chinoise qui a fait des pressions politiques en arrêtant de fournir des composantes de semi-conducteurs à des constructeurs européens parce qu'ils ne s'entendent pas sur d'autres problèmes entre la Chine et l'Union européenne. Ouais. Ça fait du chantage économique. Et puis, les usines en Europe étaient à l'arrêt parce qu'ils n'avaient pas ces composantes-là. Donc, ça Plusieurs questions, Florence? Oui, il y a Jacques au 187 Cube Radio qui dit LP, qu'est-ce que tu en penses du nouveau Jeep Cherokee 2026? Est-ce que tu l'as essayé, celui-là? Non, je ne l'ai pas essayé parce que ça vient de sortir. Antoine l'a essayé. Écoute, c'est une technologie hybride là, on attend de voir. Qu'est-ce qui nous inquiète le plus avec Jeep, c'est de la fiabilité. Parce que le véhicule en tant que tel, c'est un bon format. L'idée derrière la motorisation, tout ça, ça fonctionne. C'est une bonne idée. Le véhicule est bien équipé, il a l'air bien fini. C'est à long terme qu'il va falloir voir. Puis les offres... Ça, c'est à essence, là. Hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est ça? Okay. C'est une technologie hybride là, qu'Antoine a essayé. Donc, c'est un véhicule que, somme toute, sur papier, absolument, il faut voir la fiabilité et voir les offres du constructeur, comment ils vont rentrer dans le marché avec ça. Parce que pour le moment, qu'est-ce que me disait Antoine, c'était pas sûr là, que si on voulait investir, les gens, il faut convaincre chez Jeep la clientèle d'investir dans la marque et de refaire confiance. Ça, j'ai pas les prix là, du nouveau Cherokee, mais c'est sûr que ça doit être très compétitif dans le segment des utilitaires compacts. Là. Et on parlait des voitures autonomes. Il y a quelqu'un, un auditeur qui dit « Je suis allé au Texas, j'ai vu quelqu'un qui est sorti de sa Tesla, puis la voiture est partie toute seule. Puis il dit, sur le coup, je croyais que c'était quelqu'un qui était en train de voler la voiture. Mais j'allais courir avant de réaliser que finalement, c'est la voiture qui était partie toute seule. Faut pas que t'oublies ta sacoche ou rien parce que... Non, normalement, t'es pas supposé. C'est comme, faut que ça obéisse, ces affaires-là. Oui, absolument. Puis il y a des tu dois bien avoir un remote, quelque chose. Il y a des modèles qui sont programmés pour aller stationner tout seul aussi. Là, parce que peut-être que le monsieur est sorti de sa voiture puis il l'a mis en mode pour qu'elle aille se stationner puis être allé stationner. C'est très avancé. Puis à basse vitesse comme ça, c'est moins inquiétant qu'à haute vitesse dans un taxi en arrière, sur la banquette arrière, sur l'autoroute. Fait que oui, mais ça fonctionne relativement bien, cette technologie-là. Les auditeurs me demandaient le prix là, du grand Jeep Cherokee. C'est 60 000 $. On parlait du Cherokee, par exemple. Le Jeep Cherokee, pas le Grand Cherokee. Pas le Grand Jeep. Parce que 60 000 pour une auto, c'est de l'argent. Le prix moyen des véhicules, c'est pas mal rendu là. Bon, c'est parce que ça, les jeunes, ça s'achète des voitures usagées à 5 000 $. Puis l'année d'après, ils sont obligés de mettre 2 000 $ de réparation. J'ai quand même payé 12 000 et là, 12 000. Je suis retournée hier, d'ailleurs, pour la deuxième moitié des réparations. 1 044 $, donc en tout, 2 300 $. Donc, c'est ça. Ouais. Ça, là, l'usager. Il y a quelqu'un aussi qui conduit pour Uber avec l'autopilot, puis il dit que de bons commentaires de mes passagers. Ouais. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est mieux qu'un mauvais conducteur, comme tu disais. Exactement, oui. Louis-Philippe, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu encore une fois. Là, moi, si j'étais toi, en tout cas, je dirais à notre ami Antoine Joubert, « Hey, écoute, prochaine fois, c'est toi le voyage. » C'est correct. On se partage la tâche. Puis peut-être appeler quelqu'un, le voisin d'Antoine Joubert. Peux-tu vérifier que son véhicule est toujours dans son entrée de garage, s'il vous plaît, pour que quelqu'un y ait volé? Écoute, on va y raconter ça, il va rire. Ouais. Il rit déjà. Merci beaucoup, merci bien. Après la pause, j'ai lu un livre vraiment fascinant. C'est un couple, un musulman, une Québécoise. Ils vont nous dire comment ça se vit. Beaucoup d'humour et surtout, on parle d'intégration. Et vous allez être très d'accord. Une belle leçon pour Michael Rousseau ici parce que ce que je vais vous présenter, notre auteur, lui, il parlait pas du tout anglais, puis il l'a appris, puis vous allez voir, il est pas mal bilingue.